Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolé pour le rendez-vous de ce soir. Ça doit être à 18h, mais j'étais un peu occupé. Hier, c'était pour la suite de mon direct d'hier, donc j'ai pas pu. Hier, bon, on a tellement rigolé hier que j'ai pas pu finir mon direct. Donc aujourd'hui là, je pense qu'il est urgent. Ok, comme les gens travaillent demain, on va pas. Ok, bonsoir tout le monde, hein. Je salue tous ceux qui sont connectés, je salue tout le monde, bonsoir. Euh, oui, notre sujet en réalité c'est de revenir sur l'émergence des groupes rebelles au niveau du Cameroun. Puis on va essayer un peu de parler de ça. Est-ce que c'est un galantérisme d'État ou bien une volonté de libération du peuple camerounais? Avant d'abord, j'aimerais féliciter le peuple ivoirien. Vous le savez, c'est un combat que plusieurs nous avons tellement porté. Et moi, personnellement, je me rappelle encore que j'étais parmi les communicants du président Laurent Gbagbo au niveau de l'Afrique centrale. Et on a vraiment travaillé sur ce, pour la libération du président après son arrestation. On s'est vraiment investi dans la chaîne où nous étions invités pour débattre de l'actualité de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, ça a été le déclic pour nous autres de nous engager aussi dans le combat du panafricanisme, qui est un véritable combat pour nous. C'est pour ça que nous, on le soutient, on le soutient, on le soutient, parce que nous croyons que ce monsieur, au-delà de toutes les contradictions qu'il peut avoir toute sa personne, nous l'aimons, nous le salmodions véritablement, parce qu'il a engagé non seulement un combat pour la libération des Ivoiriens, mais aussi pour la restauration de leur souveraineté, bien évidemment par le passage de leur dignité. Donc aujourd'hui, je salue vraiment leur combat, parce qu'aujourd'hui, vous aviez vu comme plusieurs sur la toile, où ces jeunes ont décidé de marcher, aller devant la CEI, qui est le truc, la commission des élections en Côte d'Ivoire, pour demander, parce que vous savez que Ouattara est en train d'organiser toute une mascarade là-bas préélectorale dans le but d'empêcher Laurent Gbagbo, non seulement de revenir au pays, mais d'être candidat. Et donc ça va dans tous les sens. Mais ces jeunes se sont levés, et ils se sont levés pour aller dire qu'ils ne sont pas d'accord avec et qu'ils vont reprendre le chemin euh, de la dénonciation et de la mobilisation. Ça, nous saluons le peuple ivoirien, on salue la détermination et le courage. Et je pense que nous n'avons que cette vocation, nous n'avons que cette démarche à faire aujourd'hui pour libérer nos peuples, c'est pouvoir se lever comme un seul homme et marcher, aller vers là. Donc, même si aujourd'hui le peuple ivoirien, j'ai pris le recul sur le combat ivoirien parce que j'estimais que sur le plan politique, il fallait aussi exercer une certaine cohérence. Parce que c'est aberrant de savoir que nous sommes tellement critiques pour le cas de la Côte d'Ivoire, mais que chez nous-mêmes, nous laissons faire les choses concrètement, parce que c'est la même reproduction. Hein. Biya, Ouattara, c'est les mêmes gens, c'est le même schéma, c'est la fabrication même de la France-Afrique qui les impose à la tête de nos États. Et la mission est très claire. Il faut encadrer le sentiment de désolation des populations, ressusciter les divergences, etc., diviser les peuples, mais permettre surtout que la France puisse polier nos richesses. Donc, lorsqu'on a compris ce combat, on est mieux préparé et mieux outillé pour dévier et empêcher toute volonté de vassalité, toute démarche de vassalité de nos États. Donc, c'est pour ça que celui qui a fait le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, vraiment, s'il est sincère, s'il est audacieux et courageux, il ne peut jamais, jamais se retourner à aller soutenir le camp de Ouattara. Vraiment, parce que le processus de... en fait, la volonté de Ouattara n'est pas une volonté qui nous intéresse. Bon, je sais qu'on peut faire tellement de débats, on peut faire tellement de débats dessus parce que d'aucuns estiment que, contrairement à Paul Biya, il a fait des choses. Bon, ça encore on peut débattre.
Ça peut être encore un autre débat, mais foncièrement, ce que nous on lui reproche, c'est que c'est une vassalité et il va organiser à la tête de la Côte d'Ivoire. Il va imposer à la tête de la Côte d'Ivoire des pribandiers qui n'ont rien à voir avec les notions de démocratie. Et ça, nous ne pourrons pas l'accepter, la reconduction du néocolonialisme dans nos États. Donc, lorsqu'on a compris ça, on ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe au Cameroun. Parce que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est des hommes qui donneront l'espace, qui donneront les moyens à nos peuples de pouvoir aujourd'hui marcher fièrement, être fiers de ce qu'ils sont et développer leur pays selon de nouveaux paradigmes qui prendront en compte les réalités et le contexte de nos pays. Donc nous ne voulons plus cette copie, hein, qui nous a été imposée dans nos États alors que ça ne respecte même pas notre société, ça ne respecte pas notre environnement, ça ne respecte même pas notre contexte. Donc c'est ce combat de la libération que nous donnons. Donc moi je salue le peuple ivoirien et qu'il continue à se mobiliser, il faut le restaurer. C'est ça le combat. Et le président Gbagbo a pris une très bonne démarche, c'est un exemple pour nous. C'est que lui, il a décidé de prendre ce pouvoir sans les armes, et il va y arriver avec la détermination, qu'on le veut ou pas. Tout le monde sera prêt, il va le prendre pour le cas de la Côte d'Ivoire, malgré toutes les manœuvres de Ouattara pour lui empêcher. Ok, quand je l'ai dit, je reviens sur une autre actualité qui est très importante, l'actualité du Cameroun, parce que c'est ça qui nous oriente, qui aujourd'hui canalise, oriente notre combat. Donc moi j'ai pris un peu stop sur le combat panafricaniste et d'autres combats où j'étais bien engagé parce que j'estime que nous devons finalement construire dans nos États un État au moins qui peut être la base, hein, la base qui va déclencher le panafricanisme dans d'autres contrées. Mais tant qu'on n'a pas cette base arrière, nous ne pouvons rien faire. Le panafricanisme serait juste utopiste et un lieu et aussi un fonds de commerce et du clientélisme, comme on voit sur beaucoup de plateaux, des gens qui viennent utiliser le néo-panafricanisme dans le but de tromper les populations, mais d'avoir les moyens des dirigeants, etc., pour tromper le peuple, sans avoir à poser les véritables questions. Parce que lorsqu'on est sincère, on ne peut pas parler de panafricanisme en niant les contradictions qui existent à l'intérieur de nos États. Et ces contradictions sont telles que, en réalité, lorsque vous aviez les concepteurs, hein, de nos États, qui en général, le précaré, qu'est la France, qui est vraiment le concepteur de nos systèmes, il faut comprendre que la France bénéficie du soutien et de la complicité engagée de ceux qui gèrent nos pays. Donc, c'est de véritables contradictions qu'il faut lever, parce que la France elle-même ne se déploie pas sur le terrain. Elle ne va pas descendre pour l'empêcher, mais elle a produit tout un système, tout un mécanisme dans le but de contrôler nos avoirs. Et ce mécanisme passe de quoi? C'est que elle fait le choix de ceux qui doivent diriger nos pays, un casting véritable, qui n'ont souvent pas la plupart de la légitimité, mais qui les impose par la puissance, par la force, hein, à la tête de nos États, en matant ceux-mêmes qui ont la légitimité populaire pour atteindre cette fin. Et pour le cas du Cameroun, c'est ce que nous exprimons aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui a passé 38 ans à la tête du Cameroun, qui n'a rien produit sur le plan économique, qui n'a rien fait sur le plan des infrastructures, rien. Tout est avéré aujourd'hui, tout est rouge au niveau du Cameroun, mais est toujours au pouvoir et soutenu par la France. Aujourd'hui même, de plus en plus, on assiste, il n'est plus là, c'est un fantoche pour nous, il n'est plus là, mais on nous fait croire que le président de la République se porte exactement bien, qu'il est là, qu'il gère, il manage tout. Vous aviez donc son ambassadeur qui est devenu le représentant, le président du Cameroun, pas des faits, pas des signes, on le voit, qui visite tout, qui fait des conseils, qui s'assoit, qui discute avec les ministres. C'est une réalité, c'est un fait. Ce n'est pas de la coopération, parce que si c'était de la coopération, il fallait au moins que ce principe de réciprocité soit avéré pour le cas de la France. Mais c'est impossible, l'ambassadeur camerounais en France ne pourrait pas faire pareil, c'est pas lui qui discute avec Macron, il ne va pas organiser. Mais pourquoi c'est une réalité chez nous? Donc, c'est vraiment des manœuvres qui cachent, en fait, qui dénotent, hein, la version revue et corrigée de la France-Afrique sous une autre forme. Et pour cela, d'ailleurs, vous aviez l'annonce du Conseil de la magistrature, qui devait se tenir le 6, mais on a renvoyé pour le 10. Bon, c'est sûr que la poupée Paul Biya est en train d'être fabriquée en Chine
pour pouvoir gérer ce qui va se faire. Tout est possible et tout est faisable. Quand on l'a dit, c'est que sur le plan historique, il y a des événements de la France-Afrique qui nous ont servi. Nous avons des présidents qui sont morts en Afrique et qui ont été bien gardés. On a le président Omar Bongo. Quand il est mort, on ne l'a pas dit directement, mais il fallait organiser hein, son héritage politique. Et lorsque c'était fait, ils ont déclaré qu'il était mort. Donc, si ça a été fait hier, nous estimons que ça peut se refaire. C'est la même France qui déporte des présidents. Ils ont déporté le président haïtien en complicité avec les États-Unis, venir le jeter en Centrafrique. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont pris Boganda voyager dans un avion, etc. Ils l'ont fait disparaître comme ça dans les forêts. On ne l'a plus jamais revu. Et ils ont continué. Donc, si la France est capable de ces manœuvres, ils l'ont fait hier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer la même stratégie. Et le cas du Cameroun est un cas exceptionnel parce que sur le plan géopolitique et géostratégique, c'est une région, c'est un domaine, c'est une contrée qui a vraiment le regard de plusieurs, où vous avez des États qui estiment, pour se refaire leur géopolitique internationale au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a besoin du Cameroun. Et ça, je ne vais pas entrer sur cette question-là, mais le Cameroun a été baptisé comme intérêt vital pour beaucoup de nations. Donc il y a des nations qui estiment que pour leur géopolitique ou leur géostratégie, on a besoin du Cameroun. Il y a certains qui estiment que pour cela, il faut avoir un nouveau leadership avec lequel on doit travailler. Un nouveau leadership sur la base d'une certaine transparence, parce que la dimension telle que le monde se regarde aujourd'hui, il y a certains qui estiment qu'il faut refaire la nouvelle coopération avec certains États. Mais il y a d'autres qui restent toujours dans ce comportement tel que la France, qui estiment que c'est son précaré, c'est l'extension de leur territoire et ils doivent imposer leur vision, contrôler cette contrée. Et surtout que c'est le Cameroun qui est finalement le réceptacle ou bien le pivot hein, de la sous-région. Donc si on n'a pas le Cameroun, on risque de perdre tout aux alentours. Et pour cela, pendant donc 38 ans, M. Biya a aidé la France à pouvoir spolier les richesses, à s'entretenir, mais derrière, parce que c'est aussi le deal, hein, on vous permet à vous les puissances de spolier, mais vous permettez à ceux qui ont la réalité de pouvoir de voler tranquillement, d'enrichir les familles et des clans, de s'enrichir et d'avoir le contrôle du pouvoir. Et lorsqu'ils vont même décéder, il faut permettre que leur héritage politique soit maintenu. Comme ça, le pillage soit perpétué. Et les peuples sont dans une désolation incroyable. Donc, pour le cas de Paul Biya, parce qu'il s'agit de son cas, pour le cas du Cameroun, voilà quelqu'un aujourd'hui qui est fini, qui, sur le plan politique, ne peut plus rien proposer avec son régime. Et aujourd'hui, ça suscite des appétits autour de lui, parce qu'il y a la construction des clans autour de la personne de M. Paul Biya. Et ces clans estiment qu'il faut avoir le pouvoir. Mais je tiens à vous rappeler que ceux qui président le Cameroun aujourd'hui de fait, c'est le secrétaire général qui a délégation de signature, comme vous le saviez tous. Donc c'est lui qui a la réalité du pouvoir. Pour lui, il est dans une guerre d'usure, donc même si ça peut durer, le pourrissement du Cameroun peut durer sans poser les véritables réformes, il n'y a pas de problème, parce que c'est lui qui a les manettes de la République, ça peut continuer. On peut attendre comme ça, ils vont se refaire, réorganiser, épuiser les autres. Mais de l'autre côté, c'est que vous aviez une autre dynamique politique qui a été suscitée sur le terrain. Une dynamique politique où vous aviez quelqu'un dont beaucoup ne voyaient pas, beaucoup de Camerounais, qui a osé, qui a aujourd'hui l'épaisseur politique, se dire, mais il faut reconstruire, repenser notre pays. Et le repenser, il faut donner le pouvoir exactement à ce peuple. Si le peuple est donc le détenteur du pouvoir, il est donc juste et normal qu'on lui donne son pouvoir. Et le pouvoir du peuple, il veut l'incarner à quelqu'un d'autre en dehors du régime de M. Biya. Mais il y a donc l'ouverture des guerres de clans qui suscite aujourd'hui. Et dans ces guerres de clans, on a bien énuméré la guerre des clans aujourd'hui. Vous aviez des clans qui s'affrontent autour de la famille même, de Biya, les clans Boulou qui s'affrontent, qui bavardent. Vous avez de l'autre côté aussi les anglophones qui décident qu'ils ne veulent même plus la continuité de l'État du Cameroun. Donc ils ne sont plus avec le Cameroun et ils veulent partir. Parce qu'ils estiment que dans ce deal, ils ont été dupés
Ils ont été dupés, ils n'ont rien profité, mais ce qu'ils veulent, ils veulent leur État. Vous aviez donc dans l'opposition quelqu'un qui émerge, qui est le professeur Maurice Kamto, qui décide que finalement, pour la reconstruction de notre État, nous devons laisser le peuple faire son choix. Et curieusement, le peuple a fait son choix, selon, lui a donné toute la légitimité, mais ceux qui détiennent le pouvoir estiment qu'il ne faut pas lui permettre de prendre ce pouvoir. Et donc, il y a dans le débat, de plus en plus, on entend le groupe Nanga, le groupe Boulou qui s'affrontent, et vous avez tranquillement un discours qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, qui est véhiculé dans les médias. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, il ne faut même pas penser, ne pensez pas à ça, ne regardez pas, n'écoutez pas ça, ça ne vous appartient pas. Mais la bataille d'affrontement, c'est entre le groupe Boulou et le groupe Nanga, qui s'affrontent pour la conservation de ce pouvoir. Mais entre-temps, ce qui se passe, vous avez quand même ceux qui étaient aux affaires avant Paul Biya, qui est des nordistes, qui, on l'a vu, vous avez dans les fibres de Wikileaks, vous aviez le ministre Amadou Ali, qui faisait une confidence à un diplomate en disant que, après Paul Biya, nous ne serons pas prêts à laisser le pouvoir aux gens du Sud, ni moins aux Bamileke. Mais depuis un certain moment, dans cette bataille de clans, le Nord n'a pas ressorti sa voix. Mais tout ce qu'on a entendu, c'est des mémorandums qui suscitaient sur le terrain, des mémorandums qui étaient lancés, etc., pour la revendication du Nord. Alors, aujourd'hui, ça suscite donc tout un débat. Qu'est-ce qui se passe exactement au Cameroun? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a de cela 2 jours, tous comme moi, comme vous aviez vu une vidéo où on nous a montré des jeunes militaires qui décident qui vont aller attaquer Paul Biya à Yaoundé et ils vont prendre le pouvoir. Et c'est ça notre sujet. Et c'est pour ça que j'ai parlé, est-ce gangstérisme d'État ou bien la libération du peuple camerounais? Mais sachez que c'est à cause des appétits des clans autour de la personne de Paul Biya où beaucoup estiment qu'il y a urgence de prendre le pouvoir. Mais le Nord, qui ne parlait pas trop, qui par des mémorandums se faisait exprimer, etc. Mais il y a beaucoup qui ont été neutralisés quand on voit Marafat qui est en prison, qui lui a aujourd'hui, le répétait tranquillement, le disait tranquillement, lui pensait être président, oui, il demandait même à Paul Biya qu'il est important qu'après son dernier mandat, qu'il laisse la place, mais Marafat est en prison, on se rappelle très bien qu'il était le parent du G11. Donc, tous ceux du Grand Nord qui étaient des hommes potentiellement acceptables pour être président, ou bien ceux qui devaient succéder Paul Biya, ont été arrachés, ont été enlevés, ont été disqualifiés et enfermés et emprisonnés. Donc, le Nord estime qu'aujourd'hui, la plupart de ces élites, il y a certains qui ont été enlevés et écartés du jeu politique. Et on ne parlait plus trop de Nord, donc la bataille était restée. Bon, pour l'opposition, c'est un Bamileke. Bon, lui, on disait juste sur les plateaux et partout on expliquait non, le Bamileke ne sera jamais un président. Donc pour lui, on va le neutraliser, c'est un opposant. Donc, mais il n'imaginait pas que le professeur Maurice Kamto pouvait avoir la légitimité populaire. Or, le peuple l'impose. Et la bataille, donc, c'est le groupe de la première dame, donc ce qu'on appelait le groupe Nanga Boko, que vous connaissez, et vous aviez le groupe Boulou, donc, du président de la République, qui estime que la réalité du pouvoir doit leur appartenir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, lorsqu'on a vu dans cette vidéo, j'ai entendu des gens dire, oh, il y a une troisième rébellion qui monte, il y a. Peuple. Ce que je vais vous expliquer. Tous les présidents de la sous-région, après l'avènement en 2010 du Boko Haram, il y a des conventions secrètes qui ont été faites de tous les présidents de la sous-région. Le Tchad, Congo-Brazza, Gabon, Guinée équatoriale. Et récemment, par Biya, ils ont obtenu l'accord du Nigeria. C'est pour ça que des gens disent que le président du Nigeria viendra. Je vais vous expliquer pourquoi il viendra. S'il viendra, bien sûr. Mais c'est encore de la rumeur. On ne sait pas encore si ça a avéré cette visite. Cet accord, c'est que tous ces présidents de la sous-région
qui sont passés par le même casting. C'est-à-dire, d'autres sont entrés par des coups d'État, d'autres par des hop-dop, ont été maintenus, par des coups d'État. Et quand je parle de coups d'État, il y a même des coups d'État spirituels. Pour le cas du Cameroun, hein, je ne sais pas comment on a su convaincre Aïdjo qu'il était tellement malade qu'il n'avait pas... C'était un coup d'État constitutionnel pour l'évacuer. D'autres, c'était des coups d'État militaires, les débiles, les Obiangema, etc., et les Sassou. D'autres, c'est les hop-dop pour se maintenir. Donc, tous, le schéma était pareil. Donc, en réalité, c'est des gens qui viennent aujourd'hui, tous sont des putschistes, mais qui sont reconvertis en démocrates, en nous faisant croire qu'ils sont des démocrates, alors qu'il en est moins de tout ça. Ce sont des véritables putschistes. Le schéma était pareil. Coup d'État, hop-dop, etc., mais le schéma était pareil, encadré et organisé par la France pour les maintenir. Et ce qui se passe donc, il y a donc le Boko Haram qui suscite dans cette région-là. Et on a expliqué, même les géopolitiques, les géostratèges expliquent très bien que Boko Haram, en réalité, ce sont des armées informelles organisées par les puissances occidentales dans le but de recoloniser nos contrées. Parce que finalement, dans cette guerre, les puissances aujourd'hui ne peuvent pas aller de manière frontale avec les pays pour les soumettre. Donc il y a une version de recolonisation de nos contrées, mais de manière très sophistiquée, où on va utiliser un mercenariat international pour soumettre les États. Ça a fragilisé le Nigeria, bien évidemment, et ça a créé tous les dégâts qu'il pouvait avoir là-bas. Et après le Nigeria, on se rend compte que ça redescend vers le Cameroun dans un très gros, un vaste projet. Et ça, c'était sur l'ensemble de Sarkozy, surtout que lorsqu'on veut regarder encore ces criminels, on se pose la question, comment est-ce qu'ils ont de la logistique, de la technologie, hein, dernière génération, en leur possession. Comment les gens qui disent coopérer avec nos États, qui ont tout, hein, le matériel pour connaître la position de chacun de nous s'il le va en temps réel, n'arrivent pas à neutraliser ces groupes-là. Mais en réalité, l'objectif derrière, c'était de soumettre ces États et imposer de nouveaux leaders dans la sous-région pour le contrôle du golfe de Guinée. Et vous savez très bien que le Cameroun, après le Nigeria, le littoral du Cameroun avec le golfe de Guinée est 502 km. 502 km hein, du littoral. Donc, vraiment, sur le plan géographique, le Cameroun balaie véritablement hein, cet espace-là. Donc, il faut avoir le Cameroun. Et ça a été une politique pensée, même par les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont mis sur pied AFRICOM, qui est l'opération américaine du commandement des militaires qu'il fallait, etc., déstabiliser. Alors, qu'est-ce que ces gens ont pu faire? C'est que les présidents de la sous-région se tentent d'organiser, ont signé un pacte entre eux, en se disant, aucun pays ne va donner son pays comme base arrière pour être déstabilisé, pour se maintenir. C'est pour ça que ceux qui estiment, hein, qui ont toujours la vision, il faut passer par, il faut prendre les uns, il faut prendre les armes. C'est bien beau. C'est bien beau de dire de prendre des armes. C'est bien beau de faire mieux, mais ça ne se bavarde pas comme ça ne se discute pas comme ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Vous voulez prendre des armes, quelle est la base arrière? Quel est le pays qu'on nous donne comme base arrière? Et la preuve, c'est que la guerre que nous avons, la guerre des Ambazoniens, les Ambazoniens, lorsqu'ils ont commencé cette guerre, ils estimaient que la base arrière devait être le Nigeria. Mais le Nigeria, par Boari, a trahi le secret parce qu'il y avait la pression de la France. Et c'est la France qui met pression, on liquide Ayoub-Tabé à Paul Biya. Par la pression de la France. Or, quand Ayoub-Tabé descend au Nigeria, il a la garantie de tous les généraux qui lui disent non, s'il revient pour faire cette réunion, il ne sera pas embarrassé. L'argent a circulé, où on a corrompu certains. Boari, la France l'a rassuré, parce que je tiens à vous rappeler que l'un des premiers partenaires du Nigeria, c'est la France, sur le cas du pétrole. La France a beaucoup d'intérêt au Nigeria, contrairement au Cameroun. Donc, elle discute sur ces questions-là. C'est pour ça que la question du delta du Nigeria, qui est une bataille, la France est très impliquée là-bas. Alors, les Ambazoniens, estimant qu'ils ont aidé le Nigeria, parce que lorsque la guerre du Delta se poursuivait, les Ambazoniens n'ont jamais aidé pour que leur pays soit une base arrière pour ces gars-là. Donc, ils avaient la confiance, ils avaient des accords secrets avec l'État du Nigeria où il ne fallait jamais les trahir par rapport à cette histoire, parce qu'eux aussi n'ont jamais fait alliance avec les gars du Delta pour renverser
l'État central du Nigeria. Dans ce deal, donc, Ayou Tabe est rassuré parce qu'il doit organiser une convention au Nigeria. Il est rassuré qu'il n'y aura aucune arrestation. C'est les généraux qui le rassurent. Or, derrière, c'est Paris qui manipule tout, qui impose, qui demande à Boris de le faire. Et Boris sait très bien que l'une des contradictions internes, l'une des fragilités, c'est le delta du Niger. Il faut stopper cela. S'il ne liquide, s'il ne livre pas, le Cameroun risque de laisser les gars du delta du Niger venir organiser une base arrière au Cameroun pour renverser l'État central. Voilà comment on pose. Au nom des intérêts géostratégiques, on liquide Ayou Tabe entre les mains, mais Boaeri, le faisant, c'était à contre-cœur. Oui, il demande de garder l'intégrité physique d'Ayou Tabe. Ayou Tabe se sent trahi. C'est pour ça qu'on arrête. Mais il demande qu'on nous doit préserver. Et dans cette venue, si la venue de Boaeri est confirmée pour le cas du Cameroun, je tiens à vous rappeler qu'il viendra sur des éléments tellement secrets. Parce que le Cameroun, Paul Biya, son régime est en train de valider, de refaire une version corrigée de l'écho. Ce que la France est en train d'organiser dans l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, il y a la discussion sur le cas d'Ayou Tabe, parce que les Américains mettent pression. Et vous savez que la classe politique, que ce soit les sénateurs, etc., ont été remontés du fait qu'après une commission, ont condamné l'État du Nigeria qu'il ne fallait pas liquider ces gars au régime de Yaoundé. Donc voilà, entre eux, les discussions qui vont être faites. Maintenant, dans ces accords, donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont conscients que la déstabilisation guette tous ces contrées. Il faut donc, entre eux, les dictateurs, ils font donc une association des bandits dans la sous-région, qu'il faut mutuellement se protéger. Il ne faut pas, parce que je tiens à vous rappeler que lorsque la France veut déstabiliser un pays, il faut une base arrière pour se déployer. Quand on voulait renverser Kadhafi, on a dû faire plier Ibeka au Niger, non pas Ibeka, c'était ATT au Mali. On a fait plier en Tunisie, tous les restes là. Ils ont donné leur pays comme base arrière pour bombarder la Libye. Or, si ces pays avaient refusé un seul instant que leur pays ne devait pas être base arrière, Kadhafi aurait résisté à cette guerre parce que militairement il était prêt. Or, eux qui comprennent, parce que c'est des vieux roublards, ces politiciens-là, de la sous-région, vous allez voir que la plupart, quand vous essayez de regarder dans toute l'Afrique, vous allez voir que c'est les gars, c'est les véritables fossiles politiques à la tête de nos États, contrairement à d'autres pays. Ils sont là, ils sont maintenus. Parce que les gars ont donc des alliances secrètes qu'il ne faut jamais donner son pays. Il y avait Déby qui était un peu récalcitrant. Parce que Déby était dans un business avec la France. Mais lorsqu'il s'est rendu du jeu malsain de la France, il a voulu sortir de ce couloir. Où les gens avaient peur de lui au départ. Parce que Déby était prêt. Je tiens à vous rappeler que Déby donnait son pays comme base arrière pour renverser les États. Il a fait pour le cas de la Centrafrique. C'est lui qui renverse Bozizé. Et on vous explique très bien que pour renverser Bozizé, ils ont été organisés au Tchad. Mais à un certain moment, donc, Déby se rend compte que lui ne va plus entrer parce qu'il a été humilié, insulté par son implication dans la guerre en Centrafrique. Parce que les Centrafricains la veulent, estiment que la Séléka n'est que l'émanation du président Idriss Déby pour se venger contre Bozizé qui refusait au Tchad de toucher le pétrole qui est au nord de la Centrafrique. Voilà comment, pour se venger de lui, il envoie, donc il organise la Séléka. Les critiques dont se lèvent, les intelligences africaines, les politologues, etc., contre la personne de Déby, qui s'en rendent compte que cette complicité avec la France, pour mettre les États, il faut qu'ils changent. Biya comprenant donc cela, parce que Biya, dans cette visée, a donc les informations depuis l'Élysée, parce que l'arrestation de Marafa est une arrestation qui a été la trahison d'Omar Bongo, qui rappelle, sur l'époque de Sarkozy, parce que Sarkozy était très clair, Sarkozy disait qu'il fallait débarrasser Paul Biya la tête du Cameroun. Et Mbongodon, qui était un complice de Paul Biya, appelle Paul Biya lui disant que, comme tu vois là, la France a fait son choix et il semblerait que tu ne serais pas là. Et Marafa, venant donc du Nord, savait que ça pourrait être probable s'il fallait renverser donc Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Il faut donc réchauffer les relations entre le Tchad et le Cameroun. Et il y a la guerre donc de Boko Haram à cette époque. Or, Biya estime, qu'est-ce qu'il met sur la table du jeu? Il dit, au nom de nos intérêts économiques, parce que le Tchad, je tiens à vous rappeler que c'est 65% du trafic douanier tchadien passe par le Cameroun.
Tout ce que nous avons, il y a une frette, tout ça, ce n'est pas le Cameroun. Et Paul Biya, donc, au nom de ses intérêts, a dit à Djibril que si le nom est déstabilisé, tu ne pourras plus entrer en possession des marchandises qui viendront du port de Douala. Ce sera un blocus. Et sur le plan économique, ça va te rattraper. Donc il y a urgence que nous formions une armée pour bloquer cette nébuleuse-là. Parce que cette nébuleuse n'est que là pour nous renverser. Non seulement le Tchad, mais tous nos États ici, pour repositionner la tête de nos États des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que nous pensons. Voilà donc l'alliance qui est faite. Ça ramène dans Déby. Et vous avez donc les panafricanistes qui encouragent cette action. Moi-même, j'encourage cette action en disant que bon, c'est bon. Il y a quand même un embryon de panafricanisme qui est organisé dans la sous-région, où les États se mettent ensemble pour s'opposer. Parce que, ce que vous devez savoir, durant cette étape, la France, dans sa politique de récolonisation, parce qu'elle estimait qu'il y avait une influence chinoise dans le marché de la sous-région. La Chine avait vraiment, jusqu'à aujourd'hui, c'est la Chine qui a vraiment le premier marché, cette influence. Et la France perdait son influence. Après la guerre en Libye et en Côte d'Ivoire, il y a un sentiment français qui se développait. Et entre-temps, l'Élysée était clair, avec Sarkozy qui lui disait qu'il fallait débarrasser toutes les dictatures tout autour de ces pays-là. Et Paul Biya était dans ce même chemin. Lui, donc, dans cette anticipation, nous, sachant les contradictions que nous avions en interne, on se dit, malgré toutes les contradictions, il faut sauver l'État du Cameroun parce que l'État du Cameroun n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya. C'est le patrimoine de tous les Camerounais. Voilà dans la posture que nous avions. Nous utilisons des médias pour défendre l'intégrité nationale parce que nous estimions que Boko Haram n'était que l'implémentation de la CIA en complicité avec la DGA de la France pour recoloniser nos États. Nous, sur le plan médiatique, la bataille est vaincue. Et je me rappelle très bien ce fameux colonel de Badjek qui avait remercié la sienne et qui disait, si la bataille contre Boko Haram, malheureusement je déplore que cette bataille n'a pas été vaincue parce qu'on revoit encore la recrudescence des massacres de Boko Haram. Il dit très bien, le colonel Badjek à l'épaule, si la bataille contre la nébuleuse a été gagnée, c'est à cause de vous, vous les médias, à 70%, qui avaient gagné cette bataille. Et quand on les faisait, nous on estimait que le recul, parce que Robichon qui était l'ambassadrice de la France au Cameroun, nous l'avons humiliée cette fois, je me rappelle, à la marche pour le soutien à nos militaires forces armées. Elle était venue, les Camerounais ont hué derrière cette femme, crié, etc. Elle a fui. C'est son mari même qui lui avait demandé de partir du Cameroun, parce qu'elle ne supportait plus. Elle était huée partout. Alors, lorsque nous avions eu cette victoire, on a empêché le projet de la France de recoloniser nos États, etc. Nous sentions, c'est bon. Il faut maintenant que Biya et ses pairs de la sous-région osent franchir le premier pas. Et le premier pas pour nous, c'était la question de la monnaie. Parce que, vous le savez, la question du franc CFA qui est un débat aujourd'hui. Nous estimons donc que, vu le rapport de force qui est créé, et entre-temps, Paul Biya a arrêté 8 soldats, c'était 11 soldats français, qui sont arrêtés. C'était des formateurs de Boko Haram au Cameroun. Les 11 soldats sont arrêtés et il y a beaucoup d'éléments qui présentent la complicité engagée de la France, où on arrête même des armes, etc., qui sont des colis diplomatiques qu'on ne pouvait pas. Mais nous nous rendons compte que c'est la France qui fait introduire cela, parce qu'il fallait armer. Et ce business, c'est qu'il y avait des gars, les Mebengo étaient impliqués, hein, ne voyez pas tout cela. Les Mebengo, les Marafat et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a même, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, il y a des éléphants qu'on avait tués dans le parc de Ouaza, etc. Il y a même un groupuscule de Soudanais qui sont entrés, une rébellion qui est entrée au Cameroun pour envahir. Mais on leur a dit de retourner. Le déclic n'était pas donné parce que c'était pas bon. Et les gars, ils étaient surexcités parce qu'ils venaient tuer les humains. On dû tuer les animaux, etc. À l'époque. Alors, ce qui se passe, nous estimons que, oui, sur le plan médiatique, il y a un rapport de force qui est construit. Les Camerounais, les Africains d'ailleurs, tous de la sous-région sont très d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rompre avec le franc CFA. Oser mettre le débat de la monnaie sur la table et dire à la France qu'on doit revoir cela. Parce qu'on avait un rapport de force. Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya, parce que lui, tout ce
ce qu'il recherche, c'est avoir... Le peuple camerounais, il s'en fiche pas mal, comme sa première paire de sandales. Tout ce qui l'intéresse, c'est avoir la caution, l'onction de la France. Lorsque la France... Et vous allez comprendre, c'est pour ça que vous pouvez comprendre un peu la politique, il faut bien de recevoir l'ambassadeur, de causer avec la France, de laisser la France faire. C'est ça, parce qu'il est passé par cette école, il a été formé par eux. Son logiciel ne travaille que par... C'est pour ça qu'il peut supplier à la France de le recevoir. Et Macron l'a dit, pour qu'il vienne à Lyon, il a fallu que il octroie, même comme c'est encore un autre débat là-bas, qu'il octroie le cutus, il fallait qu'il libère le professeur Camto, le professeur Camto pour qu'il revienne. Donc, bien lui, c'est la France qui l'intéresse, parce qu'il sait, il est conscient sur le plan international, dans la politique internationale, dans le système international, la capacité de nuisance de la France. Et il sait très bien que c'est la France qui parle au nom de nos États. Donc, lorsque tu as le cutus, l'onction de la France, en réalité, tu peux contrôler ton pouvoir. Tu peux le garantir, tu peux te fossiliser au pouvoir, parce que c'est elle qui te maintient les médias, c'est elle qui a le lobbying auprès de l'ONU, etc. C'est elle qui défend, c'est elle qui a un droit de veto. Alors, qu'est-ce que ce monsieur fait? Lorsqu'on gagne médiatiquement, il a 11 militaires français qui sont à Yaoundé enfermés. Et vous savez très bien qu'à l'Élysée, il était écrit dans les questions africaines qu'il y a des pays de l'Afrique qu'il ne faut pas visiter parce que ces pays ont à leur tête des dictateurs. Et la France, la conception de dictateurs chez eux, c'est ceux qui se maintiennent au pouvoir. Il n'y a pas d'élections qui sont toujours les mêmes depuis une centaine d'années. La longévité au pouvoir, c'est l'un des schémas, en fait, c'est un des leviers de la dictature. Et c'était impossible de fréquenter ces présidents-là, surtout pour le cas de Paul Biya. Lui, il était devenu infréquentable. Qu'est-ce que Paul Biya demande? Il demande en retour qu'il veut il demande à avoir le président français pour qu'il discute. Hollande refuse de venir. Hollande envoie le président de l'Assemblée, c'était Bartolini. Oui, on envoie d'abord un général pour négocier pour la libération de ces Français. Biya refuse. Monsieur Biya refuse. Après, le président de l'Assemblée nationale vient. Il refuse toujours. Il insiste qu'il veut voir Hollande. Hollande, qui n'avait pas un agenda, parce que ceux qui étaient à l'Élysée, nos amis qu'on avait là-bas, en fait, les journalistes qu'on avait là-bas, il était très bien. Il n'y avait pas un programme véritable de la présidence française de rendre visite au Cameroun. Il n'y avait vraiment pas un arrêté. Donc, c'est dans les discussions que Paul Biya négocie, veut donc que la France se déplace et vienne. Et il venait de finir une élection de 2011. Donc, il avait vraiment besoin de la légitimité internationale, surtout celle de la France. C'est comme ça qu'au nom des intérêts français et les arrestations de ces 11 Français, Hollande décide de venir au pays pour discuter, pour voir. Et dans ce deal, qu'est-ce que Paul Biya obtient? Paul Biya négocie parce qu'il savait très bien, par les renseignements, que la France ne le sentait plus pour 2018. Et lui, il avait la position des États-Unis qui estimait que non, c'est fini. Parce que les États-Unis, via son ambassadeur lui avait dit clairement, vu son âge, vu son incapacité aujourd'hui, vu son âge, qu'il était question vraiment de transférer le pouvoir, d'organiser une élection libre et transparente. Et ils vont l'accompagner dans cette démarche-là. Parce que les États-Unis, conscients qu'il y a des groupes, des clans derrière, que ça devait être très difficile pour le président de se libérer, les États-Unis lui proposent d'organiser une élection libre et transparente et que celui qui gagne sera porté par le peuple. Eux, ils n'auront aucune influence, ils vont faire avec l'homme que le peuple verra. Ça, c'était le discours des États-Unis. Alors, dans la négociation de la France, c'est vrai que la France, l'homme sur qui il misère, c'était Marafat qui était emprisonné, que Paul Biya avait pu disqualifier, dont la France n'avait même plus vraiment de véritables pions et elle regardait partout. Maintenant, ce que Paul Biya obtient dans cette négociation, pour la libération des 11 soldats français, il demande à la France de fermer les yeux pour l'élection 2018. Voilà le deal. Et ça, on lui accorde cela. Que, ok, ils vont fermer les yeux par rapport à cette élection. Si ça passe, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Et voilà comment il rechauffe. Et entre-temps, vous avez aussi l'accident
Cambrai ou avec Bolloré, là, etc., où les Camerounais veulent le départ de Bolloré qui laisse, et Bolloré qui maltraite les Camerounais dans des plantations, Bolloré au port, Bolloré dans le chemin de fer, etc. Donc, il y a un sentiment nationaliste qui estime, qui exige qu'il faut rompre avec Bolloré. Dans cette discussion, donc, la France décide de fermer les yeux, de laisser que Paul Biya se représente, qui ne vont pas faire de pression, en fait, de tollé médiatique pour ça, ils vont laisser les choses faire, mais de réintroduire la France, d'aider la France d'endormir la question de la monnaie, de ne plus parler de cette question sur la monnaie, sur le franc CFA, de rabaisser un peu, de baisser un peu le ton sur le franc CFA. Et je me rappelle à l'époque, la chaîne Afrique Média, là où on parlait beaucoup, parce que Yaoundé a toujours un procédé. Lorsque vous montez, parce qu'Afrique Média, vraiment, à l'époque, faisait un travail de fond. On a fermé notre chaîne. Ils ont instrumentalisé la CNC, parce que, bon, la CNC qui était Peter et Coca. Bon, moi, je n'en veux pas personnellement, mais c'est des ordres qu'ils recevaient de Yaoundé. Le mécanisme, c'était Paris qui avait demandé, parce qu'à l'époque, la chaîne distillait vraiment, donnait des informations qui embarrassaient la France. Donc, la France voulait. Et quand Paul Biya réussit à avoir dans ce deal que oui, la France va s'engager à fermer les yeux, mais encore, il faut libérer les soldats. Biya libère les 11 soldats français, et comme bonus, il y a une compatriote, Eyoum, qui est libérée aussi, que Hollande réussit à avoir, parce qu'il y a des lobbyistes qui discutaient sur la question de la libération de cette dame, qui est libérée elle aussi. Et par là aussi, on demande de fermer Afrique Média, parce qu'Afrique Média avait tellement un discours très, selon eux, anti-français. Et Paul Biya ferme Afrique Média, et Afrique Média est obligé d'aller émettre au Tchad, à l'époque. C'était pour casser Afrique Média, parce qu'Afrique Média avait atteint. Voilà comment on casse tout. Paul Biya vend finalement le travail très fort sur le combat contre Boko Haram. Donc, c'est des éléments que nous avions eu. Moi, personnellement, quand j'ai eu ces éléments, je me suis dit, c'est malhonnête. En réalité, le panafricanisme, pour ces présidents, c'est du business, c'est du clientélisme avec la France, c'est leur business. Le jour qu'ils sont protégés, ils ne s'intéressent pas sur ces questions. Parce que qu'est-ce qui explique aujourd'hui Paul Biya qui a les manettes de la République, pourquoi ne pas parler de la question de cette monnaie-là? Pourquoi ne pas remettre la discussion du franc CFA sur la table? Il ne parle pas de ça. Il vit avec le franc CFA, il a en odeur de sainteté avec le franc CFA, il ne remet jamais rien en question le franc CFA. D'ailleurs, il sait très bien qu'il faut proposer, c'est pour ça que dans l'une des discussions, il semblerait que dans la sous-région, le franc CFA doit avoir, parce que la France est en train de négocier qu'il faut une version revue et corrigée comme l'écho, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça que le déplacement annoncé de Boaeri, qui est d'abord très en colère, parce que c'est père de la CEDEAO, Ouattara, qui impose absolument qu'il faut passer à l'écho. Voilà donc à côté de lui, on vient rechercher aussi la CEMAC pour que la CEMAC accepte que cette monnaie puisse s'imposer aussi dans les zones. Le but ici est de fragiliser le géant africain qui est le Nigeria et de le mettre en difficulté, non seulement le Nigeria et d'autres pays. Donc voilà le business qui s'organise. Alors, quand Paul Biya vend ce contrat, liquide les Camerounais, il y a donc l'élection 2018 qui est organisée, on le laisse tranquillement passer, parce que son but, c'est que Paul Biya souhaiterait mourir, c'était son intention. Le pouvoir ne doit jamais, parce que Paul Biya ne s'est jamais regardé sans le pouvoir. Il estime, même s'il faut mourir, il doit mourir étant à la tête du Cameroun. Ça, c'est le plus grand rêve de Paul Biya. Et d'ailleurs, nous avons souvent cette figure. Paul Biya veut se retrouver dans son cercueil comme un despote avec un sourire narquois disant au peuple camerounais, je vous ai eu. Bloc, vous ne m'avez pas eu. Voilà le souhait de Paul Biya. Maintenant, après sa mort, il estime que son héritage politique doit perdurer. Donc, le même schéma qui s'est passé au Togo, au Gabon, on doit le reproduire pour le cas du Cameroun. Mais la difficulté, c'est que son fils, qui est un businessman, qui n'a même pas l'épaisseur sur le plan politique, n'était pas très intéressé sur ces choses-là. Il avait la pression de groupe de sa famille tout autour à vouloir guetter aussi ça. C'est embarrassant. Tu as sa femme qui estime que ses enfants sont encore jeunes. Elle aussi, elle veut la réalité du pouvoir. Elle doit positionner quelqu'un. Il y a des batailles tout autour. Le Nord qui se sent donc
écarté. Bolloré jette toujours le port. Pour celui qui parle, Bolloré jette toujours. On vous ment seulement. Bolloré est toujours là. C'est des histoires. Il est là, tous les ports. Il est là. On vous a seulement bluffé sur certains points. Il y a eu des batailles, des luttes, des luttes, des luttes. Mais Bolloré a repris le port. Il jette tout. Ne vous dérangez pas sur ce niveau. C'est un coup de bluff. C'est le mensonge. Ce qui se passe, Biya, dont l'élection est devant lui, il prend cette élection, puisqu'il y a des accords secrets qui sont faits avec la France. Macron ne peut pas changer la politique française. Hein. C'est être tellement... c'est être naïf de comprendre que Macron peut changer du revers de la main la politique française en Afrique. C'est tout un système. Alors, ce qui se passe, c'est que le monsieur a dans l'élection qui arrive 2018. Ils veulent la même reproduction que 2011. Parce qu'en 2011, il n'y a véritablement pas... En 2011, il n'y a véritablement pas une opposition au Cameroun. Et la preuve en est que quand vous regardez l'opposition de 2011, on a laissé l'image de quelqu'un, de Jean Djega. En fait, la présentation de Jean Djega à l'opinion nationale et internationale était de montrer l'imbécilité de l'opposition camerounaise qui ne comprend pas des enjeux. C'est pour ça qu'il est passé et les Camerounais l'ont voté par défaut. Paul Biya à l'époque. On l'a voté par défaut. Hein. Vraiment, les gens l'ont voté par défaut parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait rien autour. 2018, ils sont dans la même logique. Qu'ils vont atteindre cela, ils vont aussi refaire. Mais tu as le MRC qui s'est préparé, qui a fait un travail exceptionnel depuis 2013 et qui encourage son candidat. Mais ils ne voient pas encore, parce que les Camerounais, la seule rhétorique qu'on a fait passer aux Camerounais, c'était de faire croire que s'il n'y a pas une opposition unique en face Paul Biya, ça ne sert à rien, il ne faut pas supporter. Et vous avez dans des discours tels que vraiment unissez-vous, unissez-vous. Si vous ne vous unissez pas, le peuple camerounais ne va pas vous aider. Vous ne vous unissez pas. Malgré tout ce bois, quand on essaie de construire son aura politique, il y a certaines personnes, au dernier moment, lui donnent la crédibilité. Lorsqu'on a vu la trajectoire, on se dit, mais il peut quand même faire quelque chose. Les gens donnent la crédibilité à Maurice Kamto. Il va à cette élection, il fait campagne, il organise, malgré que la rhétorique selon laquelle il fallait une candidature unique, il part voir certains, il négocie tout ça. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la volonté, ce n'était pas la volonté profonde de Kamto faire des alliances, même comme il a eu son directeur de campagne qui raconte n'importe quoi aujourd'hui, mais c'était l'écoute du peuple, c'est parce qu'il voulait satisfaire le peuple camerounais et appelé. Il a discuté, il a revu, ils ont négocié. Il y a beaucoup de personnes même qui sont, même les Ritindiers sont entrés, beaucoup, les Pénécoca, qui estimaient, qui ont fait du lobbying, que vraiment, rangez-vous autour de la personne de Maurice Kamto, parce que nous estimons qu'il a vraiment l'épaisseur politique pour affronter ces gens. Ils ne sont pas écoutés. Mais il y va, il fait son score, il marque son but, malgré toutes les attaques, il marque son but, malgré certaines oppositions fabriquées par le régime en place pour distraire le vote, il réussit à marquer son penalty. Et voilà une autre bataille qui s'ouvre. La bataille sur sa victoire. Les Camerounais voient donc le 24 octobre, je crois bien, la Cour constitutionnelle. On voit véritablement comment cette parodie de justice, avec des juges, des perruques enfarinées, niant le droit, refusant de lire le droit, de rendre justice au peuple camerounais. On vote, on vole notre vote au monde de tous, les camarades du monde, tout le monde. La diaspora est choquée. Comment faire? Derrière, ils ont des spécimens, des gens qu'ils ont fabriqués sur des plateaux pour appeler à la haine tribale, pour déconstruire la personne de Kamto. On fabrique des histoires. On invente des trucs pour discréditer. Ce monsieur reste serein et déterminé vers l'objectif. Maurice Kamto. Il ne dit rien. Il poursuit son objectif. Miracle pour eux. La diaspora s'organise de manière spontanée.
voulu par la Providence. Nous engageons la bataille pour ressusciter le débat politique au Cameroun, pour mettre fin à ce qui se passe. Et dans la foulée, je tiens à vous rappeler qu'il y a une bataille qui se passe, le nord-ouest et le sud-ouest, qui n'en veulent plus. Ils ne veulent plus rester parce qu'ils estiment que 38 ans de malgouvernance, ils ne profitent pas. Ils sont marginalisés. Ils ne sont pas considérés comme des Camerounais. Toujours sur la politique de M. Biya. Alors, la bataille est lancée. Il engage. Nous travaillons de manière avec tous les Camerounais de bonne volonté. Parce que personne n'est payé, je tiens à vous rappeler, pour ce combat. Mais les Camerounais se disent que c'est trop, c'est fini après 38 ans. Chacun est épris d'un sentiment de justice. Que mais non, ce n'est pas notre pays. Notre pays ne doit pas être roulé dans la boue et qu'on n'en parle pas. Les Camerounais sont insultés partout, de par le monde. Que mais vous êtes des experts sur des questions d'autres pays, mais sur votre pays, vous ne parlez pas alors que vous aviez un grabataire qui est maintenu au pouvoir depuis plus de 38 ans. Votre pays, on est ventre des dames avec la lame de rasoir. Vous ne dites rien. Les Camerounais se disent c'est fini. Paul Biya, dans cette condescendance, parce qu'il s'en cramponne des Camerounais, il s'en fiche pas mal des Camerounais comme sa première paire de sandales. Le plus important pour lui, c'est la mère patrie assassine qu'il écoute beaucoup, la France. Dans ce deal, la France rassure de se calmer, parce que dans d'autres pays, vous allez voir la France, lorsqu'il y a bataille, qu'ils veulent que l'opposition, on a vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'il fallait mettre Ouattara, la France a utilisé tous les leviers pour imposer, en disant que c'est la restauration de la démocratie. Mais pourquoi la France a un tel discours pour le cas de la Côte d'Ivoire? Et au Cameroun, il y a la démocratie qui est piétinée. La France n'a pas le même discours. Après, on va nous dire que Kanto était un argent français. Écoutez, si Kanto était argent français, il était l'émanation de la France. C'est qu'il est président de la République depuis 2018. Nous connaissons la violence et la brutalité de la France lorsqu'elle veut imposer un président. C'est que Kanto est président de la République depuis. Il n'est pas président parce que la France a bloqué. Maintenant, le débat dont se passe, nous engageons les batailles. La communication est faite, la conscientisation, la sensibilisation, ça prend effet. Le peuple, nous gagnons. Ceux même qui étaient sceptiques sur la question de Kanto, lorsqu'ils observent la cohérence, au fil du temps, ces gens commencent à voir qu'il n'y avait que des bluffeurs politiques. Le seul qui a marqué la différence, c'était Maurice Kamto. Vous avez donc les gens qui commencent à le soutenir. Même les plus sceptiques, les gens qui ne s'intéressaient pas à la politique. Kamto suscite un nouveau discours. Un nouvel élan. Du plus grand jusqu'au plus petit. Tout le monde ne parle que politique au Cameroun. Le débat est suscité. Il démontre, nous démontrons à la face du monde la violence qu'exerce M. Biya sur les Camerounais, en l'occurrence nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous démontrons les contradictions véritables. Comment ils achètent des personnes, des gens, en nous présentant comme étant transparence internationale, alors que ce sont des bandits. Le monde a vu tout cela. Nous avons exposé les tas et les avatars de ce régime. La diaspora s'organise, la mobilisation pointe du doigt la complicité engagée de la France via son président Macron. Macron est en difficulté.
Il faut l'écouter au salon de l'agriculture. Il dit ceci. Quand on soutient les peuples, vous dites que quand on soutient les peuples, vous dites qu'on veut déstabiliser. Que c'est l'ingérence. Quand on est auprès des présidents, je le paraphrase, lorsque nous sommes auprès des présidents, vous dites que la France soutient les dictatures. Elle ignore la démocratie. Donc lui-même, il est dans une posture embarrassante pour lui. Mais nous exerçons la pression. La France organise avec ce régime. Parce que pour eux, c'était de décapiter Kamto. Il ne fallait pas... Il fallait le tuer politiquement. Et dans cette option, il se dit son arrestation avec ses alliés va finalement tuer le mouvement, le MRC et son leader. Et Paul Biya pourra continuer tranquillement. Mais ils se sont trompés. Parce que lorsqu'ils ont empêché les leaders, ce que le MRC avait fait dans sa stratégie, c'est que le MRC, c'est pour ça que quand j'ai des gens qui disent que Athéna, c'est Kamto, non, quand vous parlez de Kamto, c'est comme s'il est le dieu. Non, 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 non. Le MRC est tellement structuré, a une structure démocratique évidente, où lorsque le leader n'est pas là, il y a la continuité du parti. Quand on a arrêté, Kamto, Mamadou Mota est sorti, on a Remota, Tyrian est sorti, ils sont là plusieurs. Donc c'est géré de manière collégiale. Il n'y a pas de culte de personne. C'est ceux qui veulent fausser le débat. Il n'y a pas de culte de personne, de la personne. Son arrestation vient légitimer dans la conscience populaire qu'il est le véritable opposant à Paul Biya. Donc ce n'est pas son arrestation que le peuple, même ceux les plus sceptiques, donnent encore plus de cutus à la personne de Maurice Kamto. Que si ce monsieur est embarrassé, c'est réellement parce qu'il met en difficulté le régime en place. Ceux qui sont libres, soi-disant défendre les Camerounais, qui sont de l'opposition républicaine, ne sont jamais embarrassés. Mais celui qui pose le véritable problème de la reconstruction du Cameroun est embastillé et en difficulté. C'est comme ça que le peuple lui donne toute la légitimité et son aura politique éclate. Dès sa sortie, toute la météo politique au Cameroun est décidée par Kamto. D'ailleurs, quand il prend un poste, vous avez le ministre des enseignements supérieurs. Sa spécialité, c'est corriger. Il est devenu le professeur de Kamto. Au lieu de s'intéresser sur les véritables problèmes, au lieu de s'intéresser à Adoula, on me signale que Ouattara, j'avais dit, je savais que Ouattara devait être président, je l'avais dit depuis dans mon poste. Ouattara est président, il va se représenter. C'est du banditisme. Ils ont tué Gom Koulibaly, ils savent ce qu'ils font, c'est la mafia. Avec son gars Bakayoko, ils savent ce qu'ils organisent. C'est comme ça, c'est le banditisme en Afrique, la politique. Donc pour ceux qui croient, laissez-moi ces histoires. C'est comme ça. Alors, Kamto, au sorti de là, c'est lui qui décide de la météo politique au Cameroun. Vous voyez qu'il y a un spécialiste pour décrypter ce qu'il dit. Il a sorti les conneries de barbarisme juridique, sémantique, syntactique, philosophique, etc. Aujourd'hui, on ne comprend rien, déconnecté. Au lieu de nous dire où est passé le riz des Camerounais, comme où est Paul Biya, au lieu de nous raconter, le gars se balade dans des choses qui n'ont rien à voir, où le Camerounais lambda ne peut rien comprendre de cette histoire. Regarde, il devient amuseur public. Au lieu d'entrer dans le fond du problème, il vient juste corriger. Il dit barbarisme syntactique, barbarisme sémantique, barbarisme philosophique, voilà, pour embrouiller les Camerounais. Voilà, des véritables bandits. On pose un vrai problème de sécurisation de nos frontières.
Femme Ndongo est incapable de dire quelles sont les solutions posées par le régime en place pour sécuriser nos frontières. Les Camerounais sont tués. Quant aux soucieux de la vie des Camerounais, demandent pourquoi est-ce que l'État abandonne ces Camerounais-là. Surtout qu'ils étaient dans un lieu de réfugiés qui était contrôlé. Mais les gars viennent se balader sur des questions qui n'ont rien à voir avec le quotidien des Camerounais. Voilà donc nos ministres. Toute leur énergie est concentrée sur la personne de Kamto. Alors que les Camerounais demandent la lumière, les Camerounais demandent à être soignés, demandent à être nourris, mais ils ne vous apporteront jamais aucune solution par rapport à ça. Tout pour eux, c'est d'attaquer l'adversaire politique de Paul Biya. Voilà la mission de ces ministres. Kamto décide de la météo politique au Cameroun. Il décide de toutes les orientations. Il cristallise toutes les frustrations des Camerounais autour de sa personne. Et il a seul la légitimité populaire. Et ils le savent. Ils veulent organiser une succession de gré à gré. Ce monsieur Kassa, en fonction des informations qu'il reçoit, des informations qu'on ne retrouve pas sur la place publique, mais des dossiers secrets. Dès qu'il l'a, il met des stratégies pour casser cela. Et ça ne marche pas. Ils sont aujourd'hui étudiés, faire la guerre d'usure, croyant qu'il va se fatiguer. Mais il leur dit tout le temps, nous n'allons pas marcher sur la tête des Camerounais pour prendre le pouvoir. Peut-être il peut le dire. J'ai l'impression que comme en le disant, j'ai l'impression que peut-être il ne mesure même pas ça. Mais nous autres qui analysons les temps et les circonstances, moi j'ai dit aux gens qu'il n'y aura pas de guerre au Cameroun, ni de guerre civile. Je n'ai pas fui le thème central. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est important. Pour la compréhension de certains événements, il faut puiser dans l'histoire. C'est très important. Souffrez d'écouter ça. Vous allez comprendre que les gangsters, les petits bandits que vous aviez vus dans les militaires, ce n'est pas pour la libération du peuple camerounais. C'est une opération de mafia. C'est du théâtre, c'est la comédie. Ça n'a rien à voir avec la libération du peuple camerounais. Donc ne tombez pas avec. Ne tombez pas dans ce piège, peuple. Ce type, qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas marcher sur la tête des Camerounais pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas dans sa philosophie politique. Ce n'est pas sa vision. Il le rappelle tout le temps. C'est pour ça que nous, on a du mal à écouter certaines personnes qui viennent légitimer les armes. Oui. Vous parlez des armes, mais ça ne se passe pas comme ça. On vous a dit qu'on se lève matin, on parle des armes sur Facebook. Il faut être très idiot. Quand on vous fait reproche, vous estimez que nous dérangeons. On veut montrer qu'on connaît trop. Mais vous nous insultez. Vous insultez même la révolution. Nous devenons ridicules. Le combat politique est tellement sérieux qu'on ne peut pas accepter des ridicules au sein de nous. Il faut comprendre la hauteur et la dimension. Lorsqu'on veut même parler de l'option militaire, ça s'étudie, ça se calcule, ça se négocie. Comment vous faites? La ressource humaine, la formation, le financement, la base arrière. Est-ce que vous avez répondu à cette question? Est-ce que vous êtes capable d'assumer la responsabilité pénale de ce que vous engagez comme crime contre l'humanité? Parce que ce que je sais, pour le cas des anglophones, c'est la logique de la légitime défense. C'est les peuples qui s'organisent pour s'opposer à la brutalité de la milice de Paul Biya. C'est différent. Insultez-nous, racontez n'importe quoi. Nous là, quand on veut dire ce qu'on pense être juste pour notre combat, on le dit. On ne tremble pas. D'ailleurs, j'aime le dire, nous ne cherchons pas d'amitié.
On ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit. C'est pour ça qu'on dit. Même si tu appelles monsieur Monseigneur, nous te disons la vérité. Écoutez, les gens nous regardent, les gens nous observent. Il faut quand même du sérieux. Nous ne nous rendons pas ridicules. Il est important notre combat. Ok. Oui, option militaire. Mais est-ce que option militaire se débat comme ça? Ça se discute comme ça? Il faut être sérieux. On parle des États, hein? Ce n'est pas les histoires de village, du quartier. C'est l'État. C'est l'État. Il faut être très sérieux. Il ne faut pas bluffer. Les gens nous regardent, les gens nous observent. C'est très très conscient. Les gens nous regardent, les gens nous observent. Vous croyez que cet homme comme là, vous croyez que ça lui coûte quoi? Il y a ce qu'on appelle, le mercenariat international existe. Si Kanto veut le pouvoir là, pas les armes, il sait où il faut toquer. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler cela. Il sait. Il y a du mercenariat international. Les gens font ça. La plupart des puissances de ce monde, ils ont des hommes pour appliquer ce truc, ce travail, pour le faire. Mais c'est des deals costauds qui engagent votre souveraineté, votre avenir. Où est la Côte d'Ivoire là, non? On me dit là que Ouattara a représenté. Il va être candidat. Moi, j'avais dit aux gens, il ne pourra pas. Parce qu'il a une mission. Les armes qu'on lui a données, la formation des hommes, l'argent, le financement, il doit rembourser ça. Et rembourser ça, c'est quoi? Il doit permettre à ces puissances de spolier les Ivoiriens. Il parle. Que sa mission est finie, s'engage. On ne peut pas payer une Kalachnikov avec 10 euros. Je suis désolé. Tu veux, tu me tapes, tu m'insultes. C'est Chumbo. Que celui qui n'est pas d'accord aille boire le lac. Il faut être clair. Maintenant, ce qui se passe au Cameroun, c'est que la réalité du pouvoir, ils savent très bien que le peuple a décidé que ça va se faire. C'est comme tout, vous le voulez ou pas. Les groupes sont en train de se quereller. Les groupes se querellent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'instrumentalisation des irrédentismes ethniques sur le débat politique. Et la naïveté, c'est que on va utiliser la naïveté de certains Camerounais qui estiment que Paul Biya c'est de trop. Il faut même prendre les armes. On vous fabrique quelques petits brigands qui ne valent rien, qui ne sont même pas sérieux. Allez regarder bien cette vidéo. Qui vont enlever Paul Biya. Parce qu'on sait que vous voulez son départ. Que vous allez saluer. Que si les gars ont porté les armes. Or, c'est du gantérisme d'État. C'est entre eux. Ils sont en train de s'organiser. C'est la fabrication des élites du Nord. C'est du clientélisme. Tous, ils savent que Paul Biya, son régime, ce qu'il n'aime pas, c'est que des groupes qui s'élèvent. Ils le savent très bien. Je me rappelle à l'époque, je ne veux pas dire. Ma bouche sort. Il y a un ministre, je ne dis pas son nom. Vous saurez. Sa spécialité, quand il voulait bouffer l'argent, je propose.
Je me rappelle, moi, maman m'a réveillé une nuit. Que par ta télé, j'ai refusé. Et c'est la sorcellerie. Mes cops sont là, ils suivent, ils connaissent. Je vais dire, mais, par pitié pour ce ministre, mais vous saurez. Quand le ministre là voulait l'argent de Paul Biya, c'est un des fils de Paul Biya. Hein. Il l'organise avec ses amis journalistes. Ils mettent une information. Boko Haram a tué les gens là-bas. Non, c'est grave. Ils sont en train de descendre vers Yaoundé. On envoie l'image à Paul Biya. Les gars font le débat. Même à 23h comme ça, minuit. C'est grave ou non? Ça a encore éclaté. On appelle, la complicité était établie. Il était ministre à l'époque. Il était ministre, je vous donne trop d'indices. Il était ministre de la Défense. Paul Biya tremble. Et il semble que les gars là disent qu'il est en train de les renseignements. Qu'est-ce qu'ils disent? Il appelle tout son état-major. Les gars en complicité, oui. Les gars là descendent. Paul Biya dit qu'est-ce qu'il faut? Excellence, débloquer l'argent. Il y a un manque de logistique. Les gars n'ont plus la logistique. Allez, on donne l'argent. Le gars prend l'argent. Taps, avec ses cops. Il a même dribblé un de ses cops. C'est pour ça qu'ils sont gâtés. Cops, si tu vois, pardonne-moi. Tu ne sais pas que Noël le topo là. Il y a un journaliste qui a travaillé sur le topo. On ne lui a même pas donné un copec. Il a pleuré jusqu'à. Il dit, on me revient à minuit. On me revient à minuit. Faites toujours le sale boulot. Le gars, c'est comme ça qu'il prenait l'argent. Quand tu veux chop, quand tu veux manger Paul Biya, dis seulement que les gars descendent déjà sur Yaoundé. On fait comment? Paul Biya son pouvoir, tout. Mais ne touchez pas son pouvoir. Et les gars savent. C'est comme ça que son fils là. On ne nomme pas les contemporains. Et nous, on ne nomme pas. Celui qui connaît, connaît. On ne nomme pas les contemporains. C'est comme ça que le gars se sentait. Il avait tout le pouvoir. Et il faisait ça avec beaucoup de journalistes. C'était leur business. Voilà le pays de Paul Biya. Donc, ce qui est organisé au nord là, l'argent du contribuable va partir. Une rébellion qui vient pour la libération du peuple camerounais. On sait comment ça marche. La communication est claire. Vous n'avez pas à paniquer. Vous ne babusez pas. Vous donnez la raison. Vous donnez les recommandations. Et vous faites des injonctions. Si après tel jour, vous menacez, si c'est pour le peuple. Mais c'est une bande de petits voyous. Et allez voir le sourire de certains devant. Ils savent que c'est le théâtre. On met ça, c'est pour envoyer à Paul Biya. Il y a un fantoche là-bas pour organiser la mafia. Et profiter de la naïveté de certains Camerounais qui estiment que il faut passer par les armes pour tromper la vigilance, pour mettre dans les peurs. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne savez pas. C'est que Paul Biya le savait depuis que nos frontières, c'est pour ça qu'il a déployé, que ce soit à l'est, au nord, toutes nos frontières là, ils ont déployé l'armée là-bas. Il y a une surveillance véritable. Donc s'il y a une rébellion, ils sauront. Et tous les pays, je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai expliqué, que les pays ont fait des conventions. Ils ont des accords secrets entre eux qui ne pouvaient pas donner leur pays comme base arrière. Comment ces gars se sont formés? Sans que les renseignements des pays ne soient au courant par rapport à ça. Donc, c'est les élites en complicité avec certains chefs qui ont organisé. Le but, c'est dire à Yaoundé que le Nord ne va pas se laisser faire. Nous aussi, on doit être là. C'est la négociation qui doit être entamée. Ils ne sont pas là. Parce que lorsqu'on a un message pour le peuple camerounais, qu'on veut libérer, le peuple camerounais, ce n'est pas le foufoulbé seulement. Ce n'est pas le foufoulé. Donnez les recommandations au peuple. Dites les directives. Dites pourquoi vous formez. Donnez-nous les objectifs. Et menacez le régime en place. On sait comment les rébellions font. Quand ils se forment, ils revendiquent, se présentent. Ils baptisent leurs revendications.
Les spécialistes savent ça. Lorsque les rébellions s'organisent, non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'ils font, ça c'est le cinéma. Vous venez, vous présentez, vous déclinez votre identité. C'est tel groupe, les objectifs c'est ça, voilà ce que nous demandons, vous envoyez un ultimatum au régime en place, si dans quelques jours ils n'ont pas cédé, nous allons descendre. C'est clair. Et celui qui tient souvent ce discours ne balbutie pas. La personne ne balbutie pas. Il dit, il donne des recommandations. Mais ça, ce que vous avez vu là, ça n'a rien à voir avec le peuple. Donc ne tombez pas dans cette histoire. C'est un business organisé avec les caciques de ce régime-là, qui pour eux, non seulement recherchent le financement, parce qu'ils savent que Paul Biya a peur de ces histoires, les gars veulent exister par tous les moyens, et vous savez très bien que il y a un semblant de remaniement ministériel qui essaie de planer, dont le nom estime que dans ces reconfigurations, il faut que ces revendications soient portées. Donc il faut passer par ça. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une rébellion pour libérer le peuple camerounais. C'est du banditisme, c'est du mercenariat, organisé par des élites en complicité avec des chefs. Vous avez entendu, non? Ça n'a rien à voir avec le peuple camerounais. C'est un business entre eux. Le Nord estime que dans la carte, ils doivent être là. Or, il n'y aura pas, il est impossible qu'il y ait guerre, qu'on justifie les armes quand on n'a pas encore brûlé des étapes. C'est vrai pour porter les armes contre ce régime actuellement. C'est aussi vrai pour nous de la diaspora qu'on ne peut pas descendre au Cameroun. Tant que certaines étapes de lutte politique ne sont pas épuisées. Dans ce contexte-là, c'est un bal. Ils savent très bien. Aucun politique, même quand on ne peut pas prendre, personne ne peut prendre le risque. Dans le monde, personne ne peut prendre le risque de prendre l'armement pour démontrer un régime. Même si le régime est tellement... Tu n'as pas de crédibilité. Toi qui portes les armes, voilà Soro. Soro veut être candidat. Mais il a une épée de Damoclès qui tourne autour de lui. Ça ne va jamais changer. C'est pour ça que Ouattara était obligé de... Il n'a pas assumé directement, mais le gars, indirectement, finançait. Il avait les poches de financement avec ses complices à l'international. Oui, il finançait. Mais Soro s'était revendiqué. De la révolution, il a porté les armes. Mais il y a des gens qui estiment que Soro, tu ne peux pas être président. Même si tu parles bien, tu as un beau discours, tu veux changer. Mais il y a des Ivoiriens qui estiment que tu as marché sur plus de 20 000 morts. Nous ne pouvons pas accepter. Donc quand tu dis que tu vas porter les armes, est-ce que tu auras la conscience de supporter cela? Ça ne passe pas. Ça ne peut pas marcher. Donc un Camerounais équilibré et sérieux ne peut pas encourager cette démarche-là. D'ailleurs, c'est du banditisme. Si tu estimes que tu portes les armes, ça veut dire que tu disqualifies, peut-être tu viens nous assainir le terrain. Si tu nous assainis le terrain, tant mieux. Si c'est que tu estimes, tant mieux. Mais tu ne peux pas porter les armes et dire que tu auras le pouvoir. Jamais. C'est en contradiction avec les valeurs que nous menons. Et nous sommes dans une lutte où nous estimons que face à la barbarie, il faut imposer certaines méthodes. Et quelles sont les méthodes les plus efficaces, efficientes? C'est les méthodes de non-violence. C'est ça qui rend... Elles sont tellement puissantes, ces armes. Écoutez, quand vous avez quelqu'un, c'est des exemples vrais pour tout le monde. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vient avec une brutalité, et non, voilà, je vais me prendre l'exemple le plus... J'ai vu un truc qui m'a fait rire. Fingon Tralala, avec mon type, Motapenda. Motapenda dit à Fingon, moi, il trace. Fingon le touche, il ne réagit pas. Il dit à Fingon, il va te taper. C'est lui qui me l'a fait. Il dit, va te taper. Au mieux. Fingon le touche. Touche
sa tête, il dit tape encore. Fingo tape. Mais tu sais ce qu'il dit à Fingo? Vous savez ce qu'il dit à Fingo? Il dit à Fingo que tu vas me taper jusqu'à demain. Donc, psychologiquement, il fatigue Fingo. Lui n'a pas agi. Mais regarde comment il réussit à tuer Fingo psychologiquement. Il n'a pas utilisé de méthodes violentes. Fingo était obligé de l'abandonner. Le gars dit, ok, comme tu dis que tu vas me taper, donc, tu vas me taper jusqu'à demain. Motapenda. J'aime bien ce gars. C'est un talent. Et Fingo s'est rendu compte que, en voulant donc déployer la violence, la brutalité sur lui, ça ne va pas changer la position du gars. Le gars va toujours rester. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'abandonner. Oh, si le gars voulait se mesurer, parce que physiquement, Fingo peut l'écraser. Mais si le gars voulait opposer la violence, Fingo devait l'écraser. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une autre méthode, la non-violence. Mais il a juste sa bouche, qui est son arme, pour dégainer. Et c'est comme ça que ça met en difficulté Fingo. Fingo s'écarte. C'est pareil. Les gars en face de nous ont les moyens de l'État. Donc, si nous justifions qu'on va prendre les armes, nous, on n'a pas les moyens de l'État. Parce qu'ils ont, quand je parle des moyens de l'État, ils ont tout. La logistique, le renseignement, les avions, etc. Donc, si nous, on prend donc les armes, ils seront contents. Parce qu'ils vont nous écraser directement. Or, le seul fait que nous n'ayons pas les armes, mais nous fonçons avec notre âme, qui est la parole. On dit on va seulement tuer-nous, taper-nous. De par le monde entier. Même les hommes qui ne voulaient pas écouter votre poème seront épris. Parce que naturellement, nous avons ça. Même les hommes, les hommes de ce monde-là, qui sont même dans cette complicité, humainement parlant, nous avons cette conscience naturelle qui nous rappelle le bon sens, la justice, qui mettront les hommes de ce monde d'accord. Peut-être d'autres ne vont même pas se prononcer, mais ils n'auront pas la conscience tranquille pour les massacres qui sont opérés. C'est la méthode utilisée par Kamto. Et dans cette méthode, il raconte n'importe quoi, on le menace, on brutalise. Il avance avec la parole. Il dit, il ne va pas laisser ça. Et regardez seulement, il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. Hein? Écoutez, après la libération, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait construire l'insurrection morale sur les Camerounais pour la préparation de la lutte politique. C'est ce que nous faisons. Conscientiser les masses. Parce que vous dites, oui, le peuple ne sort pas. Non, 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 non. C'est une préparation. Chaque jour, ce que nous faisons là, on doit doper le peuple. Peut-être vous ne savez pas le travail qu'Equinox fait. Soit qu'on va abattre Equinox. Il faut saluer cette chaîne. Regardons beaucoup. Chaque jour, indirectement, la chaîne là, il y a des faits sociaux. À présent, j'ai vu une route aujourd'hui, dans le Mungo. La femme dit que pour acheter le plantain, elle n'arrive pas, le plantain est cher dans le marché, il n'y a pas de route. On monte dans un village, à Bafan, on n'a pas construit les routes, on n'a pas. Sacré l'insurrection morale. Il montre la réalité au Camerounais. Chaque jour, ça se construit. Nous avons la mort d'un de nos papas dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui était emprisonné depuis 16 ans. Ce monsieur qui n'était pas impliqué dans la guerre ambazonienne, dans cette guerre, un ingénieur de son état. Il était embastillé. Étant malade, sur son lit, on l'a menotté. Voilà les gens qui nous gèrent. L'humanité est sortie du cœur de ces gens. Ce sont des mécréants à la tête de notre État.
qu'on va laisser continuer cet État au Cameroun de cette manière? Les Camerounais dans leur pays ne sont plus en sécurité. Parce qu'ils ont osé, alors que Paul Biya disait, au nom de la démocratie, personne ne sera plus inquiété de son opinion. Je ne me rappelle pas un seul instant que ce monsieur qui est mort a dû tuer un Camerounais ou a dû tirer sur un policier. Même si on dit qu'il a manifesté. C'est un droit reconnu à tout peuple. Ce monsieur a abandonné sa famille depuis plus de 16 mois. Non, pas 16. 3 ans. C'est plus de 16 mois qu'il était embastillé. Sa famille ne pouvait plus le voir. Il a rendu l'âme sur un lit à l'hôpital avec une main enchaînée. Peuple, nous allons devoir honorer le peuple, les anglophones. Parce que s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui payent le prix pour la libération du Cameroun, ce sont nos frères. Et j'estime que lorsqu'on veut parler des questions anglophones, ou bien parler d'eux, il faut cicatriser nos sorties. Il faut savoir, ces gars payent le lourd tribut. Et l'une de mes convictions, c'est telle que les anglophones sont en train de payer un sacrifice incroyable pour la libération du Cameroun. Vous pouvez l'analyser autrement, vous pouvez le voir autrement, mais ces gars sont en train de payer le prix de la guerre civile qui devait être au Cameroun. C'est ce que les anglophones sont en train de payer. Donc c'est pour ça que tout projet politique au Cameroun, si tu es un politicien sérieux au Cameroun, que tu aimes le peuple, tu ne peux pas copiner avec ceux qui sont à la tête du régime et oublier les anglophones. Si tu estimes un seul instant la vie de nos frères camerounais, tu refuses d'entrer dans la combine politique. C'est pour ça que nous saluons le professeur Maurice Kamto, qui lui, dans toutes ses revendications, stratifie ses recommandations à la tête en mettant comme première recommandation la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il est conscient qu'ils sont en train de payer le prix pour ça. On ne pourra plus faire le Cameroun demain sans honorer nos frères. Parce qu'en fait, les morts qu'il y a là-bas, c'est nous, les francophones, qui devions mourir. Et ils ont commencé depuis 2016 à dire ça ne va pas. Peut-être avant même. Mais ils ont concrétisé en 2016. Mais chaque jour, ils tombent. Je suis conscient que le peuple camerounais est debout. Je suis conscient que le peuple camerounais est prêt, qu'ils attendent juste le moindre déclic. Et comme je le disais par ailleurs, toute autre méthode pour la conquête du pouvoir ne peut pas se justifier par la violence actuellement. Il faut épuiser toutes les voies et moyens, les recours possibles. Le peuple n'est pas encore sorti. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je crois au peuple camerounais. Et quand le peuple camerounais fait, c'est cas d'école. Et le peuple camerounais sont arrivés à saturation. Et Paul Biya, croyant tromper son régime d'ailleurs, parce que lui c'est du passé, la vigilance et la détermination du peuple, ils ont l'urgence de mettre sur pied
le remaniement ministériel. En fait, le remaniement ministériel qu'on parle est de la pure distraction du peuple camerounais. Depuis que Paul Biya est à la tête du Cameroun, il y a eu plus de 50 remaniements, plus 60 remaniements à la tête du Cameroun, soit 1,5 de remaniement chaque année. Mais ça n'a jamais. La question n'est pas sur les remaniements ministériels. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait? Il utilise le remaniement ministériel. La logique ici, la rhétorique qu'on veut faire comprendre aux Camerounais, c'est que toutes les difficultés que le peuple camerounais rencontre n'est que de la volonté et de l'incompétence des hommes qui entourent M. Biya. Donc, il va rendre impopulaire ses proches collaborateurs et vouloir garder sa popularité. En faisant croire aux Camerounais que le mal-être, la responsabilité ne lui incombe pas, mais à ses proches collaborateurs. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il passe à l'étape de sanction et de promotion à ceux qu'il estime. Mais il a fait. Il y a eu plus de 60 remaniements ministériels au Cameroun. Est-ce que ça a changé la vie des Camerounais? Le problème n'est pas le remaniement. Le problème est la tête de celui qui gère. Lorsque vous avez les manettes de la République, quand on dit que vous avez les manettes de la République, c'est la pleine capacité d'organisation, d'information, de contrôle, d'évaluation et de sanction. Paul Biya ne l'a jamais fait. Il ne contrôle rien. Lorsqu'il vous délègue le pouvoir, la délégation chez Paul Biya, c'est synonyme d'abandon du pouvoir. Donc c'est la distraction, tout ce qui se passe. On veut nous faire perdre l'objectif. Le peuple est prêt. On va libérer ce peuple. Les Camerounais vont se lever. Oui, il y a quelqu'un qui rappelle là. J'ai vu cette vidéo. Un jeune garçon qui portait un bébé. Il priait comme tout libéral. Peut-être d'autres, les gens peuvent se moquer. Mais pour nous, ça a un sens profond. Il était sincère. C'est un cri de détresse qu'il exprimait. Un jeune. Vous savez, à l'époque, les jeunes, c'était pas trop le... Il criait. Kanto, sauve-nous, sauve-nous. La vidéo est que moi, on va envoyer cette vidéo. Les Camerounais sont arrivés à un stade où ils sont prêts à donner de leur vie. Et ça va se faire, peuple. Je vous jure, ça va se faire. Il est impossible qu'on continue sans que ça se fasse au Cameroun. Nous avons tout dit. Nous avons tout estimé. On a tout mis comme proposition. Mais il continue à s'enorgueillir. Le peuple va agir. Même l'histoire du tribalisme qu'on instrumentalise. Non, 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 non. Peut-être c'est même sur les réseaux sociaux qu'il y a les exacerbations du tribalisme. Hein. Je vous assure que les Camerounais, partout, dans tous les coins, les recoins du Cameroun, ils attendent le moindre déclic. Donc, tant que le peuple n'a pas encore décidé, n'a pas encore fait toute initiative qu'on veut engager, ne sera qu'une bêtise de notre part. Laissons les choses s'organiser. C'est les Camerounais qui le feront au Cameroun. On n'a pas à se déranger, nous, de la diaspora. On n'a pas à prendre des armes.
Les anglophones sont en train de faire le travail comme ils peuvent. Ça ne marche pas. Mais nous allons faire partie BIA. Avec les mains nues. Je vous le jure. Ça, c'est notre philosophie. Ça va se faire. Il va tomber. Il y a des informations qu'on ne peut pas vous donner. Je suis désolé, mais il y a des informations que nous ne pouvons pas vous donner. Il y a 2 jours, nous avons reçu des informations. La pression est grande. La pression est grande. C'est des informations stratégiques. Je ne bluffe pas. Hein. Je suis très certain. Peut-être je vais l'étudier. Peut-être un temps, je ne sais pas si je vais le... Mais ce que nous avons à notre disposition, on ne peut pas communiquer dessus. C'est hautement stratégique. Mais je peux vous rassurer. Je vous dis bien, je peux vous rassurer que ça va aller pour ce pays. Tout est scellé. Tout est scellé. Ça va aller. Qu'ils continuent. Qui se discutent là-bas entre eux. Qui veut le pouvoir, ils bagaillent entre eux. C'est pas grave. Mais nous allons surprendre ces gens. Là où ils ne nous attendaient pas, c'est là où ils nous verront. Ils le savent très bien. Quand vous voyez les Malachis voler l'argent, c'est parce qu'ils savent, hein, tous ces ministres-là, ils ne sont pas là. Ils sont en train de se faire une santé financière parce qu'ils savent. Et la plupart, tous, même les Momo, sont en train de... Momo réserve chez sa femme là, en Tanzanie, là-bas. Il sait que dès que ça commence, ils vont fuir aller là-bas. Ils savent. C'est pour ça que chacun vole. On vole tout. Un pays qui veut se reconstruire, quand vous croyez à la reconstruction de votre pays, aux dynamiques de cette politique, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous travaillez pour que ça avance. Mais les gars, lorsqu'ils ont l'argent, ils volent. Ils volent pourquoi? Mais c'est parce que les gars savent que l'avenir est incertain. C'est la preuve que l'avenir est incertain. Donc on ne sait jamais. L'avenir est incertain. Ils le savent. C'est pour ça qu'il faut se sécuriser. Tous sont en train de se sécuriser parce qu'ils savent que le lendemain est incertain au Cameroun. On ne sait pas quoi faire. Peuple. Donc, c'était le but de notre conversation aujourd'hui. Donc, ne croyez pas à ces petits bandits, hein, en tenue militaire, machin, tout. Non, 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 non. C'est un business là-bas. Ce n'est pas pour la libération du peuple. Mais, nous allons libérer le pays. Soyez-en sûrs. Je suis désolé. Moi, j'ai mes informations. On ne peut pas donner. Nous, on ne fait pas des histoires où on verse tout. Ce n'est pas tout qu'il faut verser. Ah, ça, on ne verse pas tout, hein. Il y a des informations hautement sensibles. Si ta bouche n'arrive pas à se fermer, c'est que tu es grave. Il y a des choses qu'on ne donne pas, qu'on ne dit pas. Pas parce qu'on a peur de dire, mais c'est que ça peut court-circuiter ce qui est en train de se mettre. Donc quand tu connais, tu restes tranquille, sur pied. Tu peux donner des éléments à d'autres adversaires. Vous pouvez donner des éléments. Si je donne cette communication, nous avons nos adversaires qui nous écoutent là. Si je dis ceci, ça veut dire que, parce qu'il y a des services de renseignement là, ils sont là scotchés. Si je verse une information, les gars vont aller étudier pour contrecarrer ce qui se prépare. Moi, on ne dit rien. Moi, on travaille. C'est pour ça que moi, j'aime dire au peuple, calmez-vous. Vous ne savez pas. Vous croyez que le silence de Kamtola, vous croyez que son silence, c'est qu'il vous a abandonné, il ne travaille pas. Lui n'est pas... Mais vous êtes fou. Il faut être idiot pour ne pas le savoir. Non, 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 non. Les gens pensent que son silence, c'est qu'il a abandonné. Non, 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 non. Les choses se font. Le matin, vous voyez seulement. Et quand vous allez voir, vous allez nous dire qu'on avait raison. Vous allez dire qu'on a raison. Et vous allez voir. Pour le cas du Cameroun. Ça ne va pas être comme d'autres pays là. Hein, où les gens sont en repousse. Non. Nous là, ça va être, on prend le pouvoir direct. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et c'est en train de se travailler. C'est pour ça que ça prend du temps, ça se construit. Chaque jour, on casse les piliers. On casse les piliers. On casse les piliers. On architecture la stratégie. On met tout doucement, on prépare. Peut-être vous me disiez, j'ai des choses même que
Il y a même des choses visibles devant vous que vous devez savoir. Hein? Des éléments visibles devant vous que vous devez comprendre. Je vous donne quelques indices. Il y a des éléments devant vous. Non, si je donne même, ça va trop sortir. Il y a un travail qui est en train d'être travaillé. Un travail qui se fait. Vous n'avez pas les yeux pour comprendre. Vous ne voyez pas. Vous, ça passe comme ça là pour vous. Nous, c'est l'ombre des choses à venir qui se prépare. Et ça se prépare subtilement et tranquillement. Donc, calmez-vous, peuple. Calmez-vous. Je ne suis pas pour bluffer. Vous savez que moi, j'aime pas ça. Et d'ailleurs, j'aime pas trop les gens qui bluffent. Mais il y a des choses qui répondent à cette stratégie-là. Et vous allez comprendre. On va prendre ce pouvoir sans se salir. Sur le plan international. Sur le plan international. Même ça, je ne veux pas dire. Il y a des piliers qui sont en train de tomber. Les piliers tombent. Ça tombe. Sur le plan international, ça tombe. Chaque jour. Donc, calmez-vous. C'est rien. Il faut comprendre. Vous croyez qu'on est bête? Écoutez. C'est quelqu'un qui dit la vie des Camerounais m'est tellement chère. Je ne veux pas qu'un cheveu tombe. Ah, quelqu'un sait que la vie des Camerounais est tellement chère, mais il est encore silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur fait quoi? Mais non. On envoie les cartes. On prépare. Quand le déclic se fera, vous verrez. C'est ça. C'est ça. Tout ce que nous avons à faire. Sensibilisons. Mettons la population en éveil. Dans la mobilisation. Aussi simple. Nous, à la diaspora, là, évitons vraiment des disputes qui n'ont pas de sens. Des querelles bidons bizarres. Concentrons-nous sur l'objectif. Et préparons le peuple à l'insurrection morale. C'est tout. Le reste, ça va tout doucement. Ils ont le pouls. Ils ont les informations. Ils savent tout. Ils savent. Vous croyez que quand on ne sait pas que pour lever le peuple, c'est un leader qui donne le déclic? Vous croyez qu'il ne sait pas ça? Vous ne savez pas vous croyez qu'il ne sait pas ça? Donc vous croyez que quand on va aussi rester là-dedans, le peuple, c'est que c'est fou, c'est que c'est une folie en politique. D'autres l'attaquent même. Un parti politique ONG. Que ceux qui ont les oreilles vont attendre. Bonne soirée, je vous aime. On va revenir avec d'autres informations. On va revenir. Si Boiry vient au pays, je vais vous donner la suite logique. Nous allons vous donner des informations. Si c'est avéré. Mais on suit, on est à l'éveil. On continue, on mobilise la population. Portez-vous bien. Restons mobilisés, chers frères. C'est pour bientôt. Je vous aime. Bonne soirée.